Bienvenue sur Rider Radio, le podcast pour parler de voyage à moto. Je suis Rechad et je vous emmène à la découverte de celles et ceux qui traversent le monde. Dans cet épisode, je vous emmène à la rencontre de Luc. Issu d'une famille de sidecaristes et tout nouveau passionné de café, il s'est dit tout simplement pourquoi ne pas mêler ces deux passions, le café et les sidecars. Et voilà comment est né Willy Break, son coffee shop sidecar. Avant d'en savoir plus, voici sa définition de l'aventure. Tenter des choses et aller dans les zones de sortir de son confort. C'est vraiment ça, c'est essayer d'aller un peu plus loin que ce qu'on a l'habitude de faire, parce qu'on est souvent enfermé dans des habitudes, on a tous un mode de vie, et c'est essayer à sa façon de faire les choses. Alors ça peut être des petites bricoles, ça peut être dépasser des peurs, ça peut être tenter des choses, ça peut être des changements de vie, mais c'est vraiment tenter l'aventure. Parce que je suis quelqu'un qui est un peu peureux de naissance, Je suis quelqu'un qui a toujours été un peu peureux, et c'est vrai que tenter des choses, et pour moi c'est ça l'aventure. Découvrir les choses et puis découvrir les gens. Parler, c'est pour ça que je fais ça et que je veux me lancer, et pour aller rencontrer les gens. Et dans cette définition, toi, tu te sens aventurier ? J'aimerais l'être plus. Je me force en fait. Je me fais violence. Je me fais souvent violence parce que c'est ça que je me dis. On n'a qu'une vie. Pendant longtemps, je me suis dit la vie, on se laisse un peu bercer par le truc. Et un jour, tu te rends compte que y a les gens vont, les gens viennent. Et en fait, t'as qu'une vie, et c'est peut-être pas mal d'aller découvrir ces gens, d'aller discuter, d'aller t'enrichir. Alors, tu changeras pas la face du monde. Tu te rends compte un jour que tu changeras pas la face du monde, mais tu peux apporter ta pierre à l'édifice, et juste en faisant des petites choses. Et c'est aussi comme ça que je suis tombé dans le café et que j'ai découvert qu'en fait, juste en buvant la même tasse, en se faisant juste un peu plaisir, on peut vraiment changer la face du monde et avoir un impact sur les gens, sur l'économie, sur la façon de faire. Et donc je commence à être aventurier. J'aime bien les sensations fortes, mais je suis quelqu'un quand même d'un peu peureux, donc je me fais violence. Et toi, au niveau alors c'est vrai que tu parlais de café, pour toi c'est aujourd'hui, si tu dois parler d'une belle aventure, une aventure dont tu te rappelles encore à aujourd'hui, alors tu te dis et t'espères en faire plus, mais aujourd'hui, c'est quoi ta plus belle aventure ? Alors, j'ai les aventures humaines. Alors, il y a autour de la bécane, j'ai fait un voyage il y a quelques années en Irlande. C'était mon premier gros voyage avec ma première vraie moto. Donc, je suis parti en Irlande pour mes études. En fait, il fallait partir une semaine, c'est une semaine, un truc comme ça. Donc, il fallait partir. Tout le monde partait en avion, et avec un copain, on était motard. On a dit pourquoi on partirait pas en moto. Donc, on a monté un projet pour se faire aider, etc. On a vraiment créé une sorte de buzz. Il y a une vidéo, parce que j'avais une assoce de moto ancienne. Donc j'ai repris ça, et puis on a parti sur cette idée-là, et on a fait un voyage. On a fait 1500 km en moto. On est allé en Irlande, on est passé par l'Angleterre, on est parti en Irlande du Nord, et tout ça en bécane. Donc ça, c'était ma plus belle aventure en termes vraiment de moto, d'aventure pure et dure. Et après, mes autres aventures, c'est construire une famille. C'est parce que, mine de rien, c'est un peu mes piliers, c'est vraiment ça ma base, on va dire. Donc, parce que je suis assez famille, et voilà, donc mes enfants, ma femme, et après, Willy Break, c'est mon troisième bébé, donc c'est une aventure. C'est beaucoup d'aventures d'un coup, et voilà, c'est ça. C'est pas des trucs qui sont phénoménaux, c'est pas partir très loin, très fort, enfin voilà. Mais c'est des aventures de vie. Ouais, c'est l'émotion que ça t'a apporté, forcément, et qui change un homme. Alors c'est vrai, fonder une famille, ça change un homme, et tu as raison, c'est la plus belle aventure, hein, ça c'est une certitude. Et moi je veux revenir sur l'Irlande. T'es parti donc combien de temps sur ce voyage ? On est parti, si je te dis pas de bêtises, on a dû partir l'équivalent de 2 semaines. Parce qu'on avait une semaine ou 15 jours de cours. Et en fait, nous, on a fait le voyage, on a pris 4 jours pour faire le voyage de moi. Donc voilà, mon collègue, on s'est rejoint vers Limoges, en bécane. Moi, je partais de Clermont, lui, il était en Dordogne. Et on s'est rejoints. Et puis voilà, on s'est rejoints, et puis on a fait la route, on a traversé la France, on est allé à Roscoff de mémoire, puis après on a fait l'Angleterre en ferry, et c'était du prévu, mais il y avait une grosse partie, on tentait, on est arrivé dans le ferry, on n'avait pas de chambre, on avait prévu de dormir là où on pouvait, on s'est présenté, il y a une famille devant nous qui demandait une chambre. Ils ont dit désolé, la seule chambre qu'on a c'est pour 2 personnes, et nous on est arrivé derrière comme des fleurs, on a eu une chambre. Voilà, c'était que de ça, c'était rencontrer des gens. On est allé dans un camping juste avant de partir en Irlande, donc ça devait être au Pays de Galles si je dis pas de bêtises.
On a appelé, il y avait un camping, il y avait juste un numéro de téléphone. Et les gens du camping nous ont dit, voilà, vous vous installez et vous mettez un billet, vous mettez ce que vous voulez, parce qu'ils connaissaient pas, les gens ne campaient pas, ils campaient tous en camping-car, etc. Donc nous, on s'est installé avec nos tentes, on était les seuls à avoir des tentes, on était les deux petits Français. Et voilà, c'était que de ça, et c'était cette aventure-là qui était vraiment intéressante. Et c'est là-dessus qu'on découvre et qu'on apprend. On a croisé un mec qui partait en bécane, sur un tout petit custom, un tout petit chopper. Il avait un petit bagage, et il me disait, voilà, tous les 6 mois, 1 an, je pars. Il faisait le tour de l'Europe tout seul avec son petit bagage et son custom. Et tu discutes avec des mecs comme ça, et c'est ça qui est enrichissant. C'est le principe de l'aventure. Je pense que l'aventure, c'est aller quelque part, mais c'est le voyage en fait qui compte. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de se fixer un point, mais c'est vraiment la route qui est intéressante, et c'est là qu'on apprend tout, quoi. Tu prêches un convaincu, ça c'est une certitude. C'est vrai que la route est belle, le point B est peut-être moins important. Il est important parce qu'on a envie d'arriver, bien sûr, mais tout ce qui se passe entre, je suis tout à fait d'accord, fait le voyage et fait l'aventure. Tu as parlé de quelqu'un qui t'a peut-être inspiré, c'est la personne qui était en custom. Est-ce que toi, aujourd'hui, tu as rencontré, ou en tout cas autour de toi, de la famille, des gens qui t'ont inspiré à vouloir faire ce type de voyage, à continuer à aller à de l'aventure ou à entreprendre, comme Willy Break, donc ce fameux sidecar où tu fais du café. Voilà. Est-ce que tu as des gens qui t'ont inspiré? Alors, célèbres ou pas célèbres, hein, ça peut être des gens de ta famille. Moi, c'est beaucoup ça. Je suis pas quelqu'un de très cultivé, qui lit beaucoup, qui connaît beaucoup de choses. Par contre, je me base beaucoup par rapport à ma famille. Et les modèles que j'ai, c'est mes parents qui ont été toujours en sidecar, qui nous ont appris. Voilà, moi, j'ai fait un peu de sidecar de course avec mon père. Voilà, c'est cette culture du sidecar, cette culture de la moto, ce petit monde. C'est une petite famille, la moto. On se retrouvait tous les ans. On partait jamais à l'étranger ou dans des pays ou dans des grosses vacances. Par contre, tous les ans, je partais au circuit à Nogaro, et je savais qu'au Coyote, j'allais retrouver les copains qu'on retrouvait une fois par an, qu'on se retrouvait sur les paddocks. Et voilà, c'était quelque chose d'unique. Et ça, et puis après, on s'inspire, on essaie de prendre un petit peu, je pense que on s'inspire un petit peu des gens qui nous entourent, et on essaie de prendre le meilleur et de proposer le meilleur. Donc après, oui, je m'inspire beaucoup de mon père, parce qu'il a une connaissance technique et mécanique qui est juste phénoménale. Après, il a une rigueur c'est quelqu'un qui est très minutieux, qui est très carré. Et moi, je suis un peu plus artiste dans ce sens, donc j'ai beaucoup de mal. C'est vrai que des fois, j'ai du mal à travailler avec lui, parce que il est très carré, très minutieux, alors que moi, je suis un peu à la bonne franquette. Mais c'est pour ça, et j'essaie d'aller vers ça. Et c'est vrai que le café m'apprend. J'apprends du café, et le café m'apprend, parce que le café, c'est vraiment... T'as le côté dégustation qui prend quelques secondes, mais t'as le côté préparation, et le fait de prendre plusieurs minutes pour préparer un café, ça paraît inconcevable pour beaucoup de gens, mais quand on goûte, au final, quand on a tout ça à la fin, c'est là qu'on se rend compte de tout l'intérêt, du process, etc. Donc voilà, c'est vraiment cette dynamique-là. J'essaie d'apprendre, mais voilà, c'est beaucoup ma famille, mon père, ma mère qui me pousse, tout mon entourage qui me pousse vraiment à y aller, parce qu'ils savent que je suis un peu peureux et que j'ose pas trop. Donc ils me poussent à me dire, allez, vas-y, vis ton rêve, quoi. Donc, et c'est vrai que sans ma famille, c'est sûr que je l'aurais pas fait, et je l'aurais pas fait de cette forme-là. Et après, le café, c'est des rencontres notamment avec Chazal, les torréfacteurs avec qui je bosse aujourd'hui, qui m'ont fait aussi découvrir, qui m'ont aidé à m'entraîner. Voilà, c'est toute cette culture-là. Et après, je me suis inspiré de ce qui existait déjà en Angleterre, ce que j'ai pu voir un petit peu partout, et de me dire, voilà, aujourd'hui, comment je peux vivre de ma passion. J'aimerais faire du sidecar, parce que quand tu as des enfants, tu as une maison, etc., tu fais un peu moins tes passions, forcément. Et à un moment, tu te dis, attends, est-ce que je pourrais pas arriver à vivre de ma passion, qui est la moto ou le sidecar, et d'un métier qui est passionnant, qui est le café? Et là, tu commences à fouiller, et tu dis, mais en fait, il y a un mec qui l'a fait, quoi. En Angleterre, il y a un mec qui l'a fait. Il y avait la motocyclette à café adjacent, qui a créé aussi cette idée-là. Il y a The Last Cup maintenant dans le sud de la France. Il y a quelques personnes en Europe, il y en a quelques-uns. Il y en a qui ont arrêté, il y en a qui se créent. Et là, tu te rends compte qu'il y a une dynamique, il y a quelque chose qui existe, et qu'en fait, on peut le faire. Et c'est ça. Et du coup, tu te dis, c'est parti pour l'aventure, quoi. Et c'est vraiment ça, cette genèse de la création de Willy Break, donc ouais. Ce fameux sidecar où tu fais du café, donc c'est un coffee shop roulant. C'est ça. Et en fait, tu t'es dit tout simplement, voilà, j'aime le sidecar, j'aime le café, et si je faisais un coffee shop sur un sidecar? C'est génial, ça. Même pas, parce que j'aimais même pas le café. Ah, mais t'aimais pas le café? J'ai commencé mon premier café que j'ai bu, c'était il y a 2 ans. Je supportais pas le café parce que c'était trop fort. Ouais, en fait, le seul café que j'avais dans mon cerveau, le seul café qui était enregistré, en fait, le café fait énormément appel au cerveau et à la mémoire. Et en fait, le seul café que j'avais en mémoire, c'était la carafe trop cuite,
enfin brûlé, l'odeur de ce café brûlé. Alors j'adorais l'odeur du café non cuit, enfin non extrait, mais j'avais cette odeur parce que ma mère faisait des grandes carafes de café très très chauffées, etc. Et j'avais goûté une fois et j'avais horreur de ça, c'était vraiment pas bon. Et en fait, du coup, moi, l'idée du sidecar était là et je cherchais vraiment quelque chose, un métier passionnant. Et j'ai commencé à me renseigner en fait sur, comme on disait tout à l'heure, le petit déjeuner. Et je me dis, les gens déjeunent moins, les gens mangent moins, les gens mangent moins le soir, moins le midi, le matin. Quand est-ce qu'ils mangent? Parce que genre, ils continuent bien de manger quand même. Et j'ai commencé à me renseigner un petit peu et j'ai vu qu'il y avait ce qu'on appelle le quatrième repas qui est en train de se créer. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, les gens passent de plus en plus de temps sur leur lieu de travail et du coup, ils ont tendance à aller chercher entre 9h et 11h et en milieu d'après-midi parce que entre midi et 2, ils n'ont pas le temps, ils vont à la salle de sport. Le soir, ils vont à la salle de sport où ils retrouvent les copains, où ils ont une vie de famille, etc. Et il y avait cette tendance-là et je me suis dit, voilà, aujourd'hui, quel est le pilier, quel est le moteur? Et en fait, plus je cherchais et plus à chaque fois, toutes mes recherches allaient vers le café. Et en fait, tu te rends compte que le café, en fait, c'est un moteur. Voilà, les gens aujourd'hui, quand ils veulent discuter avec quelqu'un, ils vont se boire un petit café. Quand ils vont discuter, quand ils veulent papoter le lundi matin en rentrant du week-end au boulot, ils vont à la machine à café. Voilà, le café, c'est vraiment un moteur et c'est vraiment un ciment dont on n'a pas forcément conscience parce que c'est dans la culture. Voilà, on boit un café vite fait et on passe à autre chose. Et alors qu'en fait, il y a vraiment un acte derrière. C'est comme consommer du vin, c'est vraiment, il y a quelque chose, on peut faire quelque chose derrière. Mais aujourd'hui, dans notre culture, on a vraiment ce côté, voilà, on boit un petit coup, c'est pas forcément toujours agréable en plus, et on passe à autre chose. Et c'est justement de cette idée-là de me dire, attends, moi j'étais extérieur entre guillemets à la pause café. À chaque fois qu'on me disait tu bois un petit café, j'ai dit non. Alors t'es toujours un peu gêné, limite t'as honte de pas boire de café. Mais en fait, tu découvres et tu dis mais attends, mais le café que toi tu bois, tu me dis que tu es un gros buveur de café, mais en fait ton café il est pas bon. Et moi, j'ai commencé à découvrir le café. Et en fait, ok, c'est ça le café. C'est ce goût-là, c'est ces arômes-là. Et là, tu commences à dire, mais en fait, j'aime le café. Et voilà, c'est comme ça que j'ai mis le nez dedans. Et après, quand tu commences à découvrir les méthodes douces, les méthodes expresso, tout le monde qui entoure ça, et la culture, le fait de la valorisation des producteurs, et là, tu te dis, c'est obligé. Je suis obligé d'aller dans ce marché-là. Parce que, alors, est-ce qu'il y a il y a une demande qui est croissante? Mais surtout, il y a des valeurs. Et quand tu viens du sidecar, le sidecar, c'est voilà, comme disent les gens qui connaissent pas le sidecar, c'est tous les inconvénients de la moto et tous les inconvénients de la voiture. C'est ça, mais t'es sidecariste. C'est comme ça, c'est dans ton sang, c'est dans ton ADN. Et le café, c'est un peu pareil. C'est quand tu commences à être dans la culture café, tu peux pas lâcher le morceau parce que tu vas chercher toujours un peu plus loin et tu découvres des producteurs, tu découvres un monde qui est quand même beau, alors qui est pris à partir en grosse partie par le côté industriel, parce qu'il y a un volume qui est juste phénoménal. Mais voilà, tu vois qu'il y a une petite île où voilà, il y a le café, ce qu'on appelle le café de spécialité. Donc voilà, c'est ça, c'est vraiment comme ça qu'est né le projet et que je me suis dit, voilà, c'est un beau produit sur un beau véhicule et puis comme ça, je vais rencontrer les gens, quoi. Mais j'aime bien ta corrélation entre le sidecar et le café. Comparer les deux et l'associer, je trouve ça super. Si on parle que de la création de ton sidecar, entre le choix de la caisse, de la moto, tout ça, donc toi tu étais déjà sidecariste, mais comment tu t'es dit, tiens, pour faire mon coffee shop, il faut que j'ai ce type de moto, il faut que j'ai ce type de caisse, voilà. Comment tu as construit ce coffee shop à roulettes? Un peu à tâtons. En fait, c'est toujours à tâtons et mon père derrière me dit, non, mais tu vas pas faire ça. Arrête. Mais en fait, j'ai commencé, donc moi malheureusement je faisais beaucoup de motos mais très peu de sidecar parce que j'avais pas la place et parce que voilà, c'est pas toujours simple de rouler en side. Et je suis parti en hivernal avec mon père et un hiver il m'a dit bon maintenant c'est toi qui conduis donc on va faire ton baptême. Je suis parti sur un sidecar MZ, je suis arrivé au bout de 3 heures de route, j'en pouvais plus, j'avais les bras en feu, j'ai dit plus jamais. Et puis en fait tu y retournes. Donc, et puis quand l'idée a commencé à germer de ce projet-là, je dis je vais me payer un sidecar. Donc j'ai pris un K100, un BM, attelé, un peu tourisme, et puis parce que voilà, j'avais un petit qui avait 2 ans et qui commençait à me dire je veux monter en sidecar. Donc j'ai installé un siège auto dedans et puis on commence à faire un peu de tour. Et puis je m'étais dit est-ce que ça serait pas mal de le transformer, mais le problème c'est qu'esthétiquement un K100 on peut pas dire que ça soit un monstre d'élégance. C'est une moto des années 80 et allemande, donc c'est le summum du pratique. Mais voilà, l'idée c'était d'aller chercher autre chose et j'ai commencé à me renseigner. Alors il y avait plusieurs marques, soit je prenais du Ural qui était déjà fait, il y avait d'autres marques. Et puis je voulais l'idée justement de cette personnalisation, d'apporter quelque chose un petit peu, ma touche, je voulais essayer de l'exprimer à travers ça.
Et en fait, j'ai découvert Jean Burdet d'Alternative Sidecar. On a discuté, voilà, je lui ai posé des questions, il m'a bien aiguillé. C'est lui qui m'a conseillé, il m'a dit voilà, va découvrir plutôt Triomphe, va chercher plutôt Royal. Voilà, renseigne-toi sur les marques, voilà ce qui peut se faire. Et pendant le confinement, j'ai eu l'occasion d'essayer une Royal Enfield. Et j'ai dit, c'est pas mal ce petit vélo. Parce que moi, j'étais habitué aux grosses routières des années 70-80. Et voilà, et donc on a dit, on y va. Et après, niveau panier, mon père avait un panier DBS qui avait une histoire, voilà, il avait récupéré, mais qui avait une histoire, lui avait appartenu il y a des années. Donc c'était un peu, on va dire, dans la famille. Et du coup, il m'a dit, écoute, on peut le mettre voilà, je te le mets à disposition et voilà, on part sur cette base-là. Donc le panier DBS étant assez carré, il a un côté utilitaire qui me plaisait bien, puisqu'il est bien pour le rangement, parce que j'ai beaucoup de rangement. J'essaie de me fixer comme impératif pour l'instant de ne pas avoir de remorque. Et alors sur les gros événements, je vais sûrement venir des fois accompagner avec un autre véhicule quand je fais beaucoup de matériel. Mais l'idée, c'est de partir uniquement avec le sidecar sur les événements du quotidien, on va dire. Donc voilà, je me suis fixé cet impératif et du coup, voilà, c'est tous ces éléments-là qui ont fait que le choix s'est porté naturellement sur la Royal Enfield, l'Interceptor, la 650 qui va super bien, et ce panier DBS. Et après, Jean a été le chef d'orchestre, il a organisé tout ça. Et là, tu vois, on est en train de travailler avec mon père. Hier soir, on était encore en train de monter le frigo. On est en train de monter, on fait une construction sur mesure. Donc on a fait le choix. Alors c'est un choix budgétaire, mais aussi un choix c'est un choix un peu égoïste de passer un peu plus de temps avec mon père. Mais voilà, d'essayer de construire un petit peu ce truc-là, se construire nous-mêmes et puis apporter des petites modifications. Tu vois, là, on a monté le frigo, après on a monté les réservoirs d'eau, etc. Donc voilà, c'était l'idée de construire ça. Et après, toute la partie custom, c'est un ami qui s'est occupé de la carrosserie, qui est en train de lancer sa boîte dans la custom culture, qui s'appelle Industrial Custom. Et en fait, lui, il fait vraiment de la custom. Et en fait, c'est un mec qui est doué dans tout ce qu'il entreprend. Et dès qu'il touche un truc, il le fait correctement. Donc il m'a dit, écoute, je voudrais vraiment, c'est un truc original, c'est un truc qui me plaît, je veux le faire. Donc je dis, écoute, vas-y. Et je lui ai donné carte blanche, et le jour où il m'a amené le panier peint, j'ai dit, ouais, ça tombe bien, c'était ça que je voulais. Donc, et lui, voilà, il est spécialisé là-dedans, il retape, il embellit vraiment les choses. Donc voilà, et tout ce petit monde a gravité, c'était voilà, un ensemble de satellites pour arriver au Willy Break, qui est pour l'instant cette version et qui aura encore d'autres évolutions. Il y aura des évolutions. Oui. Et aujourd'hui, ton actualité, c'est quoi? Parce que tu disais que l'idée du site, c'était de bouger, de pouvoir aller à droite, à gauche, sur des événements. Tu es sur Clermont-Ferrand actuellement. Tu as des idées pour la suite? Je sais que maintenant, c'est assez récent, hein, tu as la création de Willy Break. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? De pouvoir continuer à rouler. Là, ça fait à peine 15 jours que j'ai attaqué. Donc là, on est mi-septembre. Là, on va arriver sur une belle fin d'année. Donc j'espère pouvoir faire des beaux événements. L'idée, c'est de faire des gros événements pour rencontrer des gens, faire connaître le café de spécialité. Parce qu'en Auvergne, on le connaît assez peu. Et en fait, l'idée, la démarche du 7 car, il y avait une démarche de simplicité, d'avoir quelque chose à plus à taille humaine, mais aussi d'être cohérent avec le marché. Aujourd'hui, je ne me voyais pas lancer un coffee shop de spécialité à Clermont parce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très particulier. Déjà, les coffee shops, c'est quelque chose de particulier. Et un coffee shop de spécialité, c'est encore plus particulier. Parce que voilà, c'est une demande qui est récente. Dans les grandes villes, ça commence à se développer, mais à Clermont, voilà, on est des Auvergnats. Donc les Auvergnats, c'est une petite famille, on est habitué à nos choses. Et c'est vrai qu'on découvre, on est des gens ouverts, mais on est quand même habitué à nos traditions. Et l'idée, c'était justement ça, c'était de pouvoir, le format du sidecar, c'était de pouvoir aller chez les gens, de pouvoir aller dans les entreprises, de pouvoir aller dans les événements pour aller vraiment à la rencontre des gens, pour leur dire, voilà, aujourd'hui, vous pouvez consommer votre petit café du quotidien, vous pouvez le consommer autrement. Et voilà, c'est ça l'idée. Donc aujourd'hui, je fais beaucoup de gros événements, entre guillemets. J'essaie de me faire des gros événements, et si possible dans le thématique de la moto, du vintage, parce que je rencontre des gens avec qui je pourrais parler pendant des heures. Alors c'est pas forcément bien rentable pour moi, mais voilà, je peux discuter pendant des heures, partager, et c'est des gens qui aiment, qui apprécient de voir un sidecar. Mais après, ce que j'aimerais beaucoup, c'est m'orienter vers entre guillemets, une fidélisation, arriver à avoir un emplacement hebdomadaire dans plusieurs endroits, faire les marchés, et aller peut-être dans des petites communes qui ont voilà, moi je suis à la campagne, je suis dans la plaine de la Limagne, il y a beaucoup de villes aujourd'hui qui ont de moins en moins de services. J'aimerais beaucoup arriver à mettre en place dans des petites communes, peut-être éventuellement des services de café, etc., ou de l'épicerie, proposer des services dans des endroits où il n'y en a plus. Et voilà, donc essayer de structurer
qu'on puisse me retrouver régulièrement. Voilà, un peu comme l'épicerie de campagne qu'on retrouvait avant. Voilà, je me souviens, ma famille qui était en Corrèze, quand j'allais voir mon arrière-grand-mère, il y avait toujours le petit camion épicerie qui venait vendre sa bouteille d'Orangina et ses bricoles comme ça. Et j'aime bien cette idée-là, ce côté, voilà, on fait pas partie de la famille, mais les gens nous connaissent et je pense qu'on perd beaucoup dans notre société ce côté lien humain et ses habitudes. On peut avoir des automatismes, mais on peut aussi avoir des habitudes et ça peut être aussi un plaisir d'aller voilà, se dire un jour par semaine, je vais aller boire le café, je vais aller chercher mon petit sachet de café, des choses comme ça. Donc c'est vraiment ça l'idée, c'est d'arriver à pérenniser le projet, le développer, vraiment tout autour du café, faire découvrir le café, faire découvrir les méthodes, faire découvrir le matériel, développer cette activité-là, mais la pérenniser et créer vraiment une relation avec les gens. Et voilà. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je me focalise entre guillemets beaucoup sur les projets auvergnats, sur le Puy-de-Dôme en particulier. Et je pense que dans les mois qui arrivent, ça va être ça. Et après, on verra. Mais par contre, faire des grands événements, ça peut être aussi super sympa. L'avantage du sidecar, c'est qu'en fait, j'ai une couverture en termes de clientèle et en termes d'événements qui est hyper large. Je peux aller voir les particuliers, je peux aller voir l'entreprise, je peux aller voir les salons, les foires, les mariages, je peux tout faire. C'est l'avantage de ce petit bout de coffee shop, en fait, c'est qu'il peut s'adapter à beaucoup de choses. Donc là, j'ai une chance pour l'instant, c'est que voilà, on me propose plein de projets différents. Et après, voilà, ça reste une entreprise, donc il faut aussi que je calcule pour que je puisse gagner ma vie. Parce que si je peux pas continuer, il faut quand même que je gagne ma vie à un moment ou à un autre. Hein. Mais voilà, l'idée, c'est de gagner sa vie en se faisant plaisir, c'est quand même, ça pourrait être l'idéal. Donc voilà, ce qu'on peut me souhaiter pour la suite. Écoute, c'est ce qu'on te souhaite. En tout cas, on te donnera de la force parce que c'est vrai que c'est facile de te croiser, en tout cas en région auvergnate. Enfin, facile, parce que Clermont, c'est petit et la région est quand même assez grande. Mais te voir en sidecar, il n'y en a pas beaucoup. Ouais. Et c'est vrai que moi, je t'ai croisé, on s'est pas vu, mais je savais que c'était toi. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, il est facile de te remarquer. Mais en tout cas, moi, c'est ce que je te souhaite. Y a pas de raison parce que j'ai eu la chance de goûter ton café. Pour ceux qui sont un petit peu réfractaires à ça, à tester de nouvelles choses, moi, je conseille vraiment d'aller te rencontrer parce que tu as une grande connaissance du café. Et en plus de ça, autour de la moto, c'est juste génial. On est dans une ambiance où on aime le 2 roues ou le 3 roues, vu que c'est un sidecar, et autour d'une tasse de café. Et je trouve le concept génial. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je t'ai invité sur ce podcast, parce que j'avais absolument envie de connaître la genèse, de savoir comment tu as fabriqué ce sidecar. Donc ça, c'était super cool. Moi, il y a quelque chose que j'aime beaucoup quand je fais un road trip, quand je pars en voyage, c'est la pause. Comme on disait, aller d'un point A à un point B, il faut arriver au point B, c'est important, plus ou moins on va dire, mais tout ce qui se passe entre est très important. Et j'aime bien m'arrêter, et c'est là où je fais les rencontres. C'est ce que tu disais au début du podcast, c'est les rencontres qui font et qui forment l'aventure. Et souvent dans un café ou dans un petit daba en Inde pour boire du thé, c'est là qu'on fait les plus belles rencontres. Moi, maintenant, ce que j'ai envie de savoir, c'est quel café tu conseilles de boire lors d'un petit road trip, lors d'une petite pause. Imaginons que je suis en France, que je prenne un petit thermos avec moi. Quel est le meilleur café pour améliorer mon road trip? Le café que t'aimes, le café qui a ton goût. Une bonne réponse. Alors, moi, je vais te dire, moi, j'adore l'Aéropress. Après, c'est des méthodes. Chaque méthode est en fait en fonction des goûts. Si t'es quelqu'un, si t'as une culture un peu latine, les Italiens, quand je leur fais des méthodes douces, ils pourraient me les jeter au visage s'ils pouvaient, parce qu'ils ont une culture du café qui est très fort, qui a beaucoup de corps, beaucoup de goût, beaucoup d'arômes. Il y a beaucoup de gens. Moi, l'idée que j'ai du café, c'est il y a un peu sur cette idée. Moi, j'aime pas mal l'été. Je trouve que l'idée du café en infusion, donc ce qu'on appelle les méthodes douces, en fait, t'as la méthode d'expresso qui va mettre en pression ton café par l'eau, qui va tirer quelque chose de très costaud, et tu as les méthodes douces. L'avantage des méthodes douces, c'est justement ça, c'est d'aller découvrir des profils aromatiques qui sont différents. Et après, pour partir en vadrouille, alors après, ça dépend où tu pars. Si tu pars tout seul, si tu es quelqu'un qui est un peu réservé, prends une Aéropress, tu te mets un petit thermos d'eau chaude, ou tu te fais un petit chauffage gaz, tu te fais chauffer, et tu te fais ton petit truc. C'est un plaisir égoïste, mais c'est un super plaisir égoïste. Après, si tu pars en road trip avec quelques copains, une petite Chemex, parce que la Chemex c'est une carafe, c'est pour 6, c'est joli comme tout, c'est sympa, tu la poses. En plus ça baisse en température, plus ça prend en arôme, donc tu la poses dans un coin, ça te laisse le temps de refaire le monde. Voilà, l'idée c'est... L'avantage du café, c'est qu'aujourd'hui, on peut faire un café en fonction de chaque instant. Moi, je conseillerais à personne de se faire une Chemex, enfin si, il y en a, mais je conseille à très peu de gens de faire une Chemex le matin à 8h, parce que quand t'as les gamins qui crient et que t'as le boulot, et que
Tu vas pas passer un quart d'heure à rincer ton filtre, moudre ton café. Tu te fais un expresso parce que tu as besoin du coup de fouet du matin. Mais le dimanche matin, tu as envie de te faire une Chemex, tu prends un petit peu plus le temps. Voilà, chaque café a un profil. Après, voilà, tu vois, moi, étant fan, enfin, ouais, appréciant beaucoup les méthodes douces, je partirais plutôt sur un café nature qui se prête plus à ça. En ce moment, je travaille un café d'Éthiopie qui s'appelle le Gamoji, et voilà, qui correspond vraiment à ce côté. Alors, pour les puristes, pour ceux qui sont vraiment fans qui sont hyper, voilà, ce qu'on appelle les coffee geeks, les mecs qui sont hyper précis, ça va être ils vont être un peu choqués quand je dis ça, mais le côté cacao, parce qu'en fait, je pense qu'aujourd'hui, soit on va sur le 100% spécialité, on est à fond sur le café parfait, entre guillemets, mais aujourd'hui, notamment en Auvergne, je pense que ça sert à rien. Tu vois, le week-end dernier, j'ai fait découvrir aux gens une méthode filtre qui était tout à fait basique. J'aurais fait goûter à des baristas, ils m'auraient dit c'est moyen, mais les gens m'ont dit c'est bon. Parce que voilà, il faut aussi tenir compte de ce que les gens aiment. Si quelqu'un me dit j'aime quelque chose qui est très très fort, je dirais prends un expresso ou prends une aéropress avec, voilà, je te fais une recette d'aéropress qui sera plus concentrée. Mais il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui boivent du café, mais tu as l'impression qu'ils n'aiment pas ça, qui mettent énormément de sucre, et des fois j'arrive à faire goûter aux gens, justement je leur dis attendez un peu, ne mettez pas de sucre, parce qu'il va se sucrer naturellement. Et c'est pour ça que je travaille beaucoup les profils comme l'Éthiopie, parce qu'il a un côté cacao qui est assez agréable en bouche, qui reste assez longtemps et qui est vraiment doux. Donc voilà, si tu aimes quelque chose d'assez marqué, assez typé, pars plutôt voilà, sur les cafés d'Asie, l'Indonésie, l'Inde, etc. Là, tu auras des cafés forts en épices, etc., avec des caractères très, très puissants, très marqués. Après, tu as les cafés d'Afrique qui sont juste Rwanda, des choses comme ça, l'Éthiopie. Tu as vraiment des cafés qui sont juste géniaux. Et après, tu as l'Amérique latine. Et là, c'est encore des profils. Faut vraiment travailler en fonction de ce qu'on a envie. C'est pour ça, n'hésitez pas à aller voir. Il faut aller voir les torréfacteurs, parce que les torréfacteurs, c'est juste eux qui ont la mine d'or dans les mains, quoi. Ils ont des connaissances. Tu vas voir un torréfacteur, tu lui dis, moi j'aime bien mon café comme ça, il va t'orienter, il va dire, prenez plutôt tel type de café. Moi j'ai étudié que j'avais des connaissances, j'ai la chance et la malchance, je suis au tout début de cette aventure, parce que j'ai pas une culture café, j'ai jamais eu de culture café, j'ai pas baigné là-dedans, donc aujourd'hui j'essaie de rattraper un peu mon retard en m'enrichissant de tout ça, mais il y a un gros boulot, et voilà, on a des milliers de variétés de café, on connaît Arabica, Robusta, qui sont, on va dire, les basiques. Et dans la tête, c'est doux et fort. Mais en fait, le Robusta, tu peux avoir des Robusta qui vont être plus fins que certains Arabica. Il y a vraiment, c'est un panel de goûts et d'arômes qui sont juste phénoménaux. Comme le vin, tu boiras une bouteille de vin qui sera pas, voilà, chaque temps et chaque façon de consommer, si tu es seul ou à plusieurs, voilà. C'est ça qui va choisir, pour moi, qui va définir le bon café. Tu m'as parlé de pays, donc des pays de café, le Rwanda, la Colombie, l'Amérique du Sud, etc. Si on revient aussi un petit peu à la moto, est-ce que tu projettes, toi aussi, d'aller en sidecar ou en moto solo dans ces pays? Tu as parlé aussi des torréfacteurs qu'il faut aller rencontrer ici en France. Mais est-ce que toi, t'imagines faire et de lier les deux, comme tu aimes bien le faire, hein, lier le café et le sidecar? Est-ce que toi, tu te projettes dans un avenir proche de partir Dis-moi quand est-ce qu'on part, on y va. Ah bah écoute, quand tu veux, hein, quand tu veux. Mais c'est toi qui es dans le panier, c'est moi qui conduis. Bon, on verra. Mais ouais, c'est un truc que j'aimerais bien. Parce qu'en fait, le café, quand tu pars en tant que barista, en fait, t'es le dernier maillon de la chaîne. Et tu peux te contenter d'extraire ton café, etc. Mais tu le comprends pas. Et en fait, là, tu te retournes vers ton torréfacteur que tu connais, qui t'explique les choses. Et après, le torréfacteur, il y a souvent un importateur, mais même des fois, c'est du direct, mais tu as un importateur. Après, tu peux avoir une coopérative dans les pays d'origine et il y a le producteur. Et l'avantage du café de spécialité, en fait, c'est ça, c'est que tu es sur des chaînes qui ont très peu de maillons. Donc, c'est assez facile dans l'idée de pouvoir aller à la rencontre de ces personnes-là. Et oui, j'aimerais beaucoup. Il y a un métier qui s'appelle le métier de sourceur, en fait. Et le métier de sourceur, le but, c'est d'aller dans les parcelles et d'aller choisir des parcelles, etc. Je le fais pas aujourd'hui parce que j'ai une activité à lancer qui me prend énormément de temps, parce que j'essaie de tout faire maison, tous mes gâteaux, tout est fait maison, donc j'essaie de maîtriser un petit peu mon outil, et parce que je veux maîtriser mon travail avant d'apprendre autre chose. Mais dans le temps, j'aimerais beaucoup, j'ai commencé à avoir des bases de torréfaction, je travaille avec mes torréfacteurs, j'aimerais beaucoup sourcer, ouais, parce que en fait, ça te permet de comprendre le lien, parce que quand tu vois une personne qui met plusieurs heures à ramasser l'équivalent d'un arbre de café, et que tu sais qu'au final cet arbre complet
va avoir des process, va passer par plusieurs mains, il y a des journées de boulot, tout ça pour donner un sachet de 250 grammes de café, parce qu'un caféier c'est à peu près 250 grammes. Te dire que voilà, un caféier il va mettre plusieurs années avant de donner ses premières productions, il donne 1 à 2 productions par an, donc il y a vraiment ce côté-là, et je pense que c'est prendre conscience du travail qui est fait en amont, et le travail qui est fait en amont, ça te permet de toi le valoriser. Parce qu'aujourd'hui, j'explique aux gens, je dis voilà, aujourd'hui, moi je sais à peu près dans quelle parcelle, je sais à peu près dans quel. Il y a un pays. Alors c'est vrai que souvent on dit un café d'Éthiopie, ça doit être bon. Mais c'est comme si je te dis un vin de France. Un vin de France, non, t'as un terroir, t'as un cépage, t'as plein de choses. Et c'est en ça que les deux marchés, enfin le vin et le café sont assez proches, parce qu'il y a ce côté terroir, etc. Et le barista, en fait, lui, c'est le dernier maillon de cette chaîne. Donc c'est lui qui peut tout casser ou sublimer le travail de beaucoup de gens. Et voilà, c'est aussi la valeur que j'aime beaucoup dans le café, c'est que voilà, moi comme je te disais tout à l'heure, j'ai toujours été quelqu'un un peu voilà, j'attaque de faire des choses et je finis pas, ou voilà, et ça t'oblige à une rigueur et à respecter le produit, parce que voilà, un industriel aujourd'hui qui achète du café, il l'achète à la bourse de New York, il crame tout pour que c'est toujours le même coût et il vend ça à une misère. Mais aujourd'hui, le producteur, il n'est pas valorisé. Moi, ce que je veux, c'est que voilà, si demain je te sers un café, je suis en mesure de te dire voilà, il y a dans tel village, il y a telle famille qui peut vivre grâce à toi. Et voilà, tu viens juste de boire un café, ça t'a pas coûté plus cher, ou pas beaucoup plus cher, parce que c'est à peu près le même prix. On peut largement faire des bons cafés à un prix abordable. Mais voilà, au lieu d'avoir enrichi une grande marque et un café qui était en bourse et qui a été acheté une misère chez un producteur, voilà, t'as travaillé à développer une économie locale, t'as travaillé voilà, dans des pays aujourd'hui où ils ont le choix entre la culture de la drogue ou la culture du café, où souvent y a des problèmes climatiques, il y a des problèmes de guerre. Voilà, je trouve que c'est assez incroyable de se dire qu'aujourd'hui on a tous le pouvoir, juste en choisissant le café qu'on boit, de changer. En fait, on peut vraiment changer le monde, parce que le café, c'est la boisson la plus bue, c'est la marchandise après le pétrole qui est la plus échangée. C'est un tout petit geste, un peu comme l'écologie. C'est un tout petit geste qui nous coûte rien, qui nous prend pas de temps ou pas spécialement, mais qui peut vraiment changer la donne. Donc j'aimerais bien pouvoir faire ça, justement, parce que je pense que ça me permettrait d'être encore plus conscient de ça. Et du coup, de le répercuter et de pouvoir l'expliquer à mes clients. Voilà, parce qu'on a besoin je pense que si on veut expliquer les choses correctement, il faut les vivre. Donc on part bientôt alors. Ouais, j'espère. Pas tout de suite. Là. Laisse-moi quelques mois le temps de m'installer. Il n'y a pas de souci. Est-ce que tu as une citation ou une phrase ou quelque chose que tu te dis souvent quand tu es sur la moto? Je sais que la moto, pour moi, je mets pas d'écouteurs, j'ai pas de commutateur avec ma passagère. J'aime bien être dans mes pensées et je refais le monde, je pense à plein d'autres trucs, etc. Toi, quand tu te dis tiens, je vais aller sur un événement, je vais aller servir du café, est-ce que voilà, tu as une citation qui te donne de la force, une phrase, quelque chose qui te fait du bien? Alors une citation, non. Après, je pense, un peu bêtement, on tourne un peu de ça, mais je pense beaucoup à ma famille, enfin tu vois. Et après, il faut pas que les voyages soient trop longs, parce que je deviens fou en moto. D'accord. Je passe mon temps à réfléchir, à parler tout. Et au bout d'un moment, je me rends compte que je parle tout seul dans le casque. Je me dis, oh là, faut arrêter là maintenant. Faut vraiment que tu arrives. Mais non, après, c'est plus. Je suis quelqu'un qui est très stressé de nature. Donc, je suis tout le temps anxieux. Ma femme, des fois, me dit, elle me dit, arrête, c'est bon, ton café, il est bon, tes gâteaux, ils sont bons, ça va bien se passer. Mais du coup, la moto te permet aussi peut-être d'être un peu moins anxieux. C'est ce que des fois me procure aussi la moto. Quand je suis un peu stressé, sortir alors des fois du travail ou même de la maison, ça fait du bien de rouler un petit peu, mais c'est sûr. Et le sidecar est bien pour ça. Et puis il y a le côté aussi, quand 9 fois sur 10, tous les enfants qui te croisent font coucou, c'est te dire voilà, la vie est belle. C'est vrai c'est bête à dire, mais des fois on se rend pas compte que on vit dans un pays qui est quand même pas trop mal, on n'est pas à plaindre. Voilà, j'ai la chance d'être en bonne santé. Voilà, des fois c'est tout bête, mais alors après, est-ce que c'est parce que j'ai passé la trentaine, c'est peut-être pour ça que je commence à réfléchir comme ça, mais ouais, relativiser, se dire voilà, on n'est pas plus mal qu'ailleurs, on est plutôt mieux qu'ailleurs, on est plutôt bien, donc voilà, la vie est belle, ça sert à rien de stresser, et c'est à ça que sert le Willy Break. C'est peut-être ça la philosophie. C'est ma repentance. En tout cas, je te remercie. Ça a été vraiment cool de t'avoir sur ce podcast. Merci à toi. J'ai vraiment beaucoup aimé ce côté relation, sidecar, café qui est assez étonnante.
En tout cas, je vais faire suivre sur ce podcast de comment on peut te suivre toi sur les réseaux, mais aussi si on veut aller boire un café sur Willy Break avec ton 7 car. Donc voilà, on va te donner la force. Et en tout cas, moi je te dis à bientôt et puis au plaisir. Merci beaucoup. Merci pour votre écoute. C'est tout pour aujourd'hui. C'était Rechad pour Rider Radio. Je vous dis à dans 2 semaines pour un nouvel épisode. D'ici là, si vous voulez en savoir plus sur cet épisode, vous pouvez retrouver les photos et autres infos sur la page Facebook et Instagram de Rider Radio. N'hésitez pas à nous donner de la force en nous mettant 5 étoiles et à partager ce podcast. À bientôt et n'oubliez pas, le voyage n'a pas de frontières.